Diffuser la présentation comme ça parce que j'ai ajouté en fait quelques petites notes supplémentaires au bas. Donc, je vais enchaîner. En fait, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas déjà. Je suis Simon-Alexandre Barabé, le conseiller syndical aux relations de travail en Outaouais qui s'occupe des dossiers transversaux, qui s'occupe essentiellement, principalement des capsules midi avec l'équipe locale. En fait, c'est moi qui suis le présentateur habituel. Je vais vous demander d'être un peu indulgent aussi. J'ai la COVID aujourd'hui. En fait, pas aujourd'hui, mais depuis quelques jours. Donc, ça se peut que je tousse malheureusement. Je vais faire du mieux que je peux. Donc, on va enchaîner en fait avec la présentation. Euh, Disponibilité de temps supplémentaire. Je vais essayer d'être succinct. En fait, on va commencer par la liste de disponibilité. En fait, à quoi qu'elle sert la liste de disponibilité? En fait, la liste de disponibilité sert à quatre choses. Premièrement, à suppléer à l'équipe de remplacement. Donc, quand vous êtes absent pour différentes raisons, pour combler un poste temporairement dépourvu de son titulaire. Donc, toute personne qui est détenteur d'un poste qui partira en assurance invalidité, congé de maternité, paternité, etc., évidemment, c'est via la liste de disponibilité que son poste va être pourvu temporairement pendant son absence. C'est aussi pour effectuer des surcroîts temporaires de travail, donc dû à une hausse de cas, de dossiers, d'examens, etc. C'est aussi pour exécuter des travaux à durée limitée. Donc là, on parle surtout des mandats particuliers. Euh, Ça, c'est les quatre raisons pour lesquelles, en fait, les quatre raisons auxquelles servent la liste de disponibilité. Au-delà des quatre raisons précédentes, évidemment, il faut s'entendre avec l'employeur. Il faut que le syndicat et l'employeur s'entendent pour permettre à l'employeur d'utiliser la liste de disponibilité pour d'autres fins que celles présentées. De quoi est composée la liste de disponibilité? C'est très simple. C'est toute personne salariée qui est mise à pied, ce qui est relativement rare à une période de plein emploi, comme c'est le cas actuellement. Toute personne salariée qui est non détentrice d'un poste. Toute personne salariée, toute personne salariée, en fait, c'est tous les employés, tous les travailleurs. C'est toute personne qui exclut les cadres et les médecins et les bénévoles et les stagiaires. Donc, c'est toute personne salariée qui est détentrice d'au moins un poste à temps partiel et qui offre de la disponibilité additionnelle au poste qu'elle détient. Et ça constitue également toute personne salariée qui aurait uniquement démissionné de son poste. Donc, on ne parle pas on parle pas évidemment comment je dirais ça, d'une fin d'emploi ou d'une mise à pied qui résulterait en une personne qui viendrait sécuritaire d'emploi au sens des dispositions nationales. On n'est pas là. Comment remplir sa disponibilité? C'est très simple. En fait, il y a un formulaire qui est prévu à cet effet que vous devriez habituellement trouver sur l'intranet. Je ne sais pas si je devrais dire l'intranet, mais plus le commun CISO. Donc, vous remplissez en fait le formulaire prévu à cet effet. Il faut très clairement indiquer sa disponibilité pour les types d'emploi, là où les types d'emploi. Donc, évidemment, je donne un exemple. Si par exemple, vous êtes travailleur ou travailleuse sociale et vous êtes membre de l'ordre, évidemment, vous pourriez donner votre disponibilité comme agent ou agente de relations humaines, en plus de travailleur ou travailleuse sociale. Il faut indiquer également le nombre de jours de travail et les jours de la semaine où vous êtes disponible, là où les quarts de travail, donc jour, soir et ou nuit. Là où les centres d'activité, donc les centres d'activité, essentiellement, c'est les secteurs. Donc, si on prend par exemple en laboratoire, ça peut être le secteur de l'hématologie, ça peut être le secteur de la biochimie. Comme en radiologie, on pourrait penser au secteur de l'imagerie par résonance magnétique ou le scan, la tomodensitométrie. Donc, ça, c'est vraiment les composantes qui est clairement, il faut clairement indiquer dans notre formulaire lorsqu'on exprime notre disponibilité. Pardon. Comment la remplir, sa disponibilité? Bien, évidemment, c'est un peu la suite de la diapositive précédente. Donc, au-delà de ce que j'ai indiqué, donc à ce moment-là, les centres d'activité, les installations, les territoires, etc., vous pouvez également, dans le fond, indiquer une disponibilité pour travailler sur des corps de travail atypiques. Donc là, on parle de corps qui ne sont pas dans le conventionnel 7 heures, 8 à 4, 7 à 3, minuit à 8, etc. On ne parle pas de ça, on parle de corps de travail vraiment atypiques. Vous pouvez également décider de vous rendre disponible toutes les fins de semaine. Évidemment, quand on parle de se rendre disponible toutes les fins de semaine, on sous-entend que le secteur ou le centre d'activité est ouvert, donc opère les fins de semaine également. Vous pourriez vous rendre disponible aussi sur un poste CISO. Donc, un poste CISO, qu'est-ce que c'est? Très brièvement, c'est un poste qui permet de se déplacer sur l'ensemble de tous les territoires, de tous les réseaux locaux de services
Donc, on pourrait penser à Grande-Rivière, Hull, Gatineau, on pourrait penser à Papineau, on pourrait penser à tous ces réseaux locaux de services pour lesquels la personne se rend disponible sur un poste CISA. Donc, elle peut être appelée à couvrir l'ensemble du territoire. Vous pouvez vous rendre disponible aussi pour un poste territoire, un poste interterritoire. Dans un tel cas, c'est sûr qu'il y a certaines règles là, parce qu'on peut pas se rendre évident. Il n'y a pas vraiment de possibilité en tant que telle de se retrouver à travailler dans le Pontiac et le lendemain aller travailler à Maniwaki. Ça sera un peu incongru. Disons que ça serait un peu incohérent malgré la volonté de mobilité de l'employeur. Petite précision. Quand vous vous mettez, en fait, le paragraphe, si vous le voyez bien, il est affiché. La personne salariée peut aussi, si elle le désire, indiquer sur le formulaire son intérêt à ce que des assignations lui soient octroyées, et ce, même s'il ne s'est pas écoulé un minimum de 16 heures entre la fin du travail régulier sur un corps et la reprise du travail sur un autre corps. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est que vous pouvez décider que vous vous rendez disponible pour retravailler le lendemain à moins de 16 heures d'intervalle. Donc, si par exemple, vous faites toute la semaine, vous travaillez de 8 à 4, bien, habituellement, quand on finit à 4 et qu'on recommence à 8 heures le lendemain, on parle d'un intervalle de 16 heures, vous pourriez vous rendre disponible pour retravailler dans un intervalle moindre. La seule règle, la règle minimale, en fait, c'est qu'il doit toujours s'écouler un minimum de 7 heures entre la fin du travail régulier sur un corps et la reprise du travail sur un autre corps. Donc, ça, c'est une petite particularité qu'on tient à vous mettre. On veut vous mettre la puce à l'oreille dans le sens que si vous remplissez un formulaire de disponibilité, assurez-vous que si c'est réellement ce que vous souhaitez, que vous ayez coché la fameuse case pour l'intervalle minimal. Sinon, ne la cochez pas parce que, dépendamment du secteur dans lequel vous travaillez, ça se pourrait que vous ayez une mauvaise surprise à l'effet que vous soyez appelé au travail 8 heures, 8 heures suivant, en fait, la fin de votre corps, votre dernier corps de travail. Pour ce qui est des suites, comment remplir sa disponibilité? Bien, grosso modo, en fait, dans cette diapositive-là, ce qu'il faut retenir, c'est que la disponibilité, elle demeure valide jusqu'à ce qu'elle soit modifiée. Et si une personne salariée plus ancienne devient disponible pour une assignation de moins de 14 jours, donc un remplacement, par exemple, ou un mandat X qui est d'une durée de moins de 14 jours, c'est la seule situation pour laquelle l'employeur ne pourra pas retirer l'assignation qui a déjà été octroyée à quelqu'un pour vous la donner parce que vous seriez plus ancien ou plus ancienne que cette personne qui a déjà obtenu l'assignation. Sinon, habituellement, c'est relativement clair et c'est les règles d'ancienneté qui s'appliquent. Lors de la fin d'une assignation, d'une affectation, on peut confondre assignation et affectation. C'est relativement la même chose. C'est juste des termes, en fait. En gros, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. On va faire ça simple. Donc, concrètement, la personne qui a quitté son poste pour obtenir une assignation et qui revient sur son poste, en fait, une personne, tout simplement, je recommence en fait. Concrètement, la personne qui a quitté son poste pour obtenir une assignation revient sur son poste au terme de l'assignation avec tous les droits et avantages liés à son poste initialement. Donc, si par exemple, vous décidez, je veux dire, la cigogne arrive et vous partez en congé de maternité, bien évidemment, quand vous revenez de votre congé, le congé parental qui s'ensuit, peu importe, vous ne perdez pas votre poste, bien entendu, vous le reprenez et ensuite, la personne qui était détentrice de l'assignation sur votre poste pour vous remplacer, évidemment, va être éligible à d'autres assignations selon ses disponibilités par rapport à la liste de disponibilité. Pardon. Ici, au niveau de la disponibilité à l'embauche, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en aucun temps, une personne salariée en probation ne pourra être obligée de travailler au-delà de 45 km de son port d'attache. Donc, ça revient un peu à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'il y a quand même des balises au niveau de la convention collective, de sorte à ce que vous ne vous retrouverez pas à travailler aux extrémités de l'Outaouais. Donc, une journée dans le Pontiac, une autre journée peut-être à Maniwaki ou tout simplement en Vallée de la Gatineau. C'est pas ce qu'on voulait, puis de toute façon, je veux dire, avec le quotidien, on connaît les réalités, en fait, de conciliation travail, vie personnelle, famille. Ça serait tout simplement incompatible. Comment modifier ses disponibilités? C'est très simple, en fait. Modifier ses disponibilités ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous modifiez vos disponibilités,
si vous regardez le texte, ça dit que la disponibilité exprimée par la personne salariée inscrite sur la liste de disponibilité peut être modifiée dans les 7 jours, etc. Je vous résume le tout, c'est que modifier ces disponibilités, ça nécessite de travailler 2 cycles d'horaire complets avant qu'elles soient en vigueur. Mais évidemment, on peut toujours modifier ces disponibilités dans les 7 jours suivant l'affichage d'un horaire. Malgré ce qui précède, il faut retenir que les disponibilités ne peuvent être modifiées pour l'horaire couvrant juin, juillet ou septembre. Donc, en période estivale, il n'est malheureusement pas possible de modifier ces disponibilités. Plusieurs raisons qui expliquent cela, en fait, avoir plus de stabilité dans les équipes, moins de rotation et de passation de dossiers ou même de risque d'oubli ou d'erreur dans les services rendus à la population. Pour les vacances, au niveau de l'été, il faut savoir que la maximisation des vacances se fait surtout l'été. Donc, question de stabilité des équipes, entre autres. Quelle est la disponibilité minimale? On va la décortiquer. En fait, en résumé, la disponibilité minimale est la suivante. Donc, lorsque le centre d'activité opère les fins de semaine, tel qu'un laboratoire, alors la disponibilité est d'une fin de semaine sur 2. Je dis bien que la disponibilité minimale à ce moment-là est d'une fin de semaine sur 2. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez être appelé à travailler une fin de semaine sur 2. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite le moins possible. Puis il y a des règles, évidemment, prévues à la Convention pour limiter le nombre de fins de semaine consécutives qu'on peut travailler. Sinon, par période de 14 jours, il faut offrir un lundi ou un vendredi pour les non-détenteurs de poste. Et parmi ces 2 journées, donc soit le lundi ou le vendredi, il faut offrir 2 quarts de travail. Donc, un jour et un soir, un jour et une nuit, par exemple. Pour les détenteurs d'un poste à temps partiel, la disponibilité minimale est réduite du nombre de jours que la personne travaille sur son poste. Par exemple, vous avez un poste 3 jours semaine, donc on parle habituellement de 0,6 ETC, donc 0,6 équivalent temps complet. Vous travaillez 3 jours semaine en moyenne par période, en fait par semaine, donc 6 jours par période de 2 semaines. La disponibilité minimale est réduite de ces 3 jours par semaine sur votre poste. Pour les personnes qui sont inscrites à la liste de disponibilité, il faut savoir également qu'il y a une obligation d'offrir 3 jours consécutifs de disponibilité pour soit Noël, soit le jour de l'an, mais ce n'est pas les deux. Donc, évidemment, l'employeur peut vous faire travailler à l'occasion d'une des 2 fêtes, mais jamais que ce soit les deux. Donc, vous avez au moins votre Noël, au moins votre jour de l'an, pendant lesquels il y a une période de plusieurs jours de congés consécutifs, soit l'un ou l'autre. Évidemment, si vous ne travaillez pas à aucun de ces moments-là parce que votre secteur s'est tout simplement fermé lors de cette période-là, tant mieux. Mais sinon, c'est vraiment la règle minimale. On a des modalités également au niveau des dispositions locales en Outaouais parce qu'on a un contrat de travail qui est dit national, ce qu'on appelle les dispositions nationales de convention collective et les dispositions locales de convention collective. Au niveau local, on a convenu de modalités pour les personnes salariées qui sont étudiantes et qui veulent s'inscrire, en fait, qui veulent donner de la disponibilité sur la liste. Liste de disponibilité, liste de rappel, c'est souvent 2 synonymes qu'on amalgame ensemble, ce n'est pas un problème. En résumé, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont aux études dans un établissement scolaire reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec ou de l'Ontario et dont les études mènent à l'obtention d'un diplôme peuvent se soustraire de certaines dispositions entourant la disponibilité minimale à offrir. Je n'irai pas dans les détails parce qu'il y a quand même quelques petites technicalités. Si jamais il y a des questions plus particulières, évidemment, ne vous gênez pas. Vous pouvez nous écrire à l'adresse outaouais@ptsq.com. Sinon, on va revenir avec une période de questions à la fin de la présentation. Mais tous les détails entourant les modalités pour les personnes salariées étudiantes inscrites sur la liste de disponibilité se retrouvent à la page 31 des dispositions locales de convention collective. Il y a d'ailleurs des particularités qui sont prévues pour des études qui sont poursuivies à plus de 75 km du territoire de l'Outaouais. On va entrer dans le temps supplémentaire et ses modalités, etc. Comment exprimer sa disponibilité? Encore une fois de plus, c'est la même chose que pour la liste de disponibilité. Donc, il faut remplir le formulaire prévu à cet effet et la disponibilité demeure en vigueur tant qu'elle n'est pas modifiée de votre propre choix. Ce qui est surtout à retenir, c'est de s'assurer de remettre un formulaire de disponibilité en temps supplémentaire qui est complet. Si j'insiste beaucoup, si je mets beaucoup l'accent sur cette précision-là, c'est-à-dire de s'assurer que le formulaire de disponibilité en temps supplémentaire est complet, c'est
C'est tout simplement parce qu'on a eu quelques enjeux dans les derniers mois, évidemment, suivant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions locales en Outaouais. Donc, c'est une petite mise en garde qu'on souhaite vous faire là, pour pas que vous vous retrouviez le bec à l'eau si jamais vous voyez qu'il y avait du temps supplémentaire qui est octroyé dans votre secteur, mais que votre formulaire n'est tout simplement pas considéré. Évidemment, si vous avez des questions de précision à savoir comment bien indiquer les choses, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous aiguiller en ce sens. Mais c'est vraiment ce qu'il y en est pour ce qui est de l'expression de la disponibilité. Comment le temps supplémentaire est-il octroyé? De façon générale, c'est offert aux personnes salariées disponibles qui ont complété le formulaire pour faire du temps supplémentaire et ce, à tour de rôle. Il faut répondre, bien entendu, aux exigences normales de la tâche et, si c'est nécessaire dans le centre d'activité, avoir été orienté. Ce n'est pas tous les centres d'activité, ce n'est pas tous les secteurs qui nécessitent d'être orientés préalablement pour effectuer du temps supplémentaire, mais c'est quand même important de savoir que ça peut être une exigence. Chaque fois qu'une personne salariée accepte, refuse de faire du temps supplémentaire ou annule avant d'avoir débuté le temps supplémentaire, bien à ce moment-là, cette personne-là est considérée avoir fait le temps supplémentaire aux fins du tour de rôle. Comment se répartit le temps supplémentaire? Au risque de me répéter, évidemment, c'est par tour de rôle. La personne est considérée disponible lorsqu'elle peut commencer le travail à l'heure demandée par l'employeur. Évidemment, on a quand même prévu au niveau des dispositions qu'une personne salariée ne pourrait effectuer une prestation de travail consécutive de plus de 16 heures à l'intérieur d'une période de 24 heures. Question pour des considérations de santé aussi, là, de façon humaine, devrais-je plutôt dire. Dans tous les cas, il faut savoir aussi que dans un cas de temps supplémentaire, l'employeur peut annuler la totalité ou une partie du temps supplémentaire octroyé lorsqu'il y a une fluctuation d'activité ou lorsqu'une personne salariée à taux régulier devient disponible avant que le travail en temps supplémentaire ne soit débuté. Ça, c'est surtout une particularité. En fait, c'est une clause qui a été ajoutée notamment puisqu'il y a plusieurs décisions arbitrales, en fait, des décisions de jurisprudence qui ont été rendues par des arbitres de grief qui venaient préciser à savoir, est-ce que l'employeur est en droit d'annuler un temps supplémentaire parce que quelqu'un à taux régulier devient disponible? La réponse, suivant le courant des décisions pour cette question-là, c'est malheureusement oui. Malheureusement ou heureusement, dépendamment de comment on le voit. Lorsqu'il reste 2 heures ou moins avant le début du corps de travail en temps supplémentaire, bien évidemment, l'employeur peut octroyer le temps supplémentaire à la première personne qui accepte et qui rencontre les exigences normales de la tâche. Respect du temps supplémentaire accepté, c'est somme toute relativement simple. Comme vous pouvez voir, c'est tout simplement de devoir respecter le temps supplémentaire qui a été accepté. Évidemment, à moins d'avoir un motif valable, imprévu et hors de son contrôle qui justifierait de ne pas pouvoir le faire. La disponibilité lors d'un service de garde, qu'en est-il? Bien, en fait, au niveau du personnel en disponibilité pour un service de garde, il faut savoir que lorsque les besoins d'un centre d'activité exigent du personnel en disponibilité, les personnes salariées qui répondent aux exigences normales de la tâche et qui sont orientées doivent obligatoirement s'y soumettre à tour de rôle par ordre inverse d'ancienneté, à moins, bien entendu, qu'un nombre suffisant de personnes salariées se soit porté volontaire, auquel cas l'employeur n'aura pas besoin de procéder par ancienneté inversée, donc à partir de la personne qui est la moins ancienne pour aller jusqu'à, si nécessaire, la personne qui est la plus ancienne dans le secteur concerné. Évidemment, sachez que lorsque les besoins d'un centre d'activité nécessitent la mise sur pied d'un service de garde, le syndicat ne peut pas tout simplement acquiescer et se dire il n'y a pas de problème, employeur, fais-le comme bon te semble. Indique les règles, les modalités applicables. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est que l'employeur doit nous consulter. Donc, il y a quand même, si ce n'est pas une entente formellement convenue, ben sachez qu'au moins, il y a une consultation. Donc, le syndicat pourra émettre ses recommandations, ses mises en garde. Évidemment, on pourra intervenir par la suite s'il y a une application qui est déraisonnable, arbitraire, injuste, discriminatoire dans la façon dont le service de garde est opéré dans le secteur. Qu'est-ce que la disponibilité à domicile? Ben, en fait, la disponibilité peut se faire à domicile. Toutefois, s'il est impossible pour la personne de se rendre au lieu de travail où elle doit intervenir, et ce, dans un délai approximatif de 30 minutes, malheureusement, elle devra demeurer à l'établissement
alors elle va être considérée comme en disponibilité à l'établissement, auquel cas, évidemment, l'employeur met un local convenablement aménagé à la disposition de la personne salariée. Je vais juste me moucher, désolé. Voilà, les joies de la COVID, pardon. Moyen de communication, en fait, comment l'employeur se gouverne en cas de disponibilité en service de garde? Bien, évidemment, l'employeur doit vous mettre à disposition un téléphone cellulaire ou tout autre moyen de communication, ce qu'on appelait autrefois le Padget ou le téléavertisseur. On est plus avec un téléphone cellulaire en 2023, bien entendu. Fait que c'est somme toute très simple, cet article-là, l'article 410.08. Si vous avez remarqué, en fait, tous les articles qui débutent par 400, par le chiffre 400, ça réfère aux dispositions locales, donc 401 jusqu'à 426. Donc, c'est les 26 matières qui sont négociées au niveau local. Pour ce qui est d'un rappel au travail, je viens de faire cette petite mise en garde, en fait, cette petite précision-là, tout simplement parce qu'ici, on est dans une disposition qui est dite nationale. On parle de l'article 19.03. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bien, en d'autres mots, c'est que si la personne a fini de travailler, qu'elle quitte l'établissement complètement, qu'elle a quitté le parking, le stationnement à titre d'exemple, qu'elle n'est pas en service de garde et que là, elle se fait rappeler pour revenir travailler, bien évidemment, elle va être payée pour le temps travaillé, bien entendu, mais elle va également recevoir 1 heure à taux simple et un minimum de 2 heures à taux et demi. Quand on parle du taux et demi, mais en fait, on parle du taux de temps supplémentaire, le taux de TS, comme on dit dans notre jargon habituel. Donc, c'est vraiment le taux et demi. Il est entendu que le travail effectué immédiatement avant l'heure où la personne salariée doit rentrer au travail n'est pas un rappel au travail. Donc, si, par exemple, vous deviez débuter initialement à 8h30 et on vous demande de rentrer à 8h plus tôt, bien, ce n'est pas considéré comme un rappel au travail en fonction de cet article précis. Toujours au niveau des dispositions nationales, on va parler un peu du rappel au travail lors de garde, lorsque vous êtes en disponibilité à ce moment-là. Donc, dans le cadre d'un rappel au travail de l'extérieur, alors que la personne est en disponibilité, en plus de sa prime de disponibilité qui est prévue aux dispositions nationales, elle va recevoir pour chaque rappel au travail de l'extérieur, bien, au moins 2 heures à taux et demi et au moins, en fait, 1 heure à taux simple comme indemnité de transport. Dans le cadre d'un rappel au travail, alors que la personne est en disponibilité dans l'établissement, elle va recevoir au minimum 2 heures à taux et demi, mais pas l'indemnité de transport équivalente à 1 heure à taux simple. Bien entendu, ça suit la logique à l'effet que la personne est déjà dans l'établissement, donc ne se voit pas payer une indemnité à titre de compensation pour l'inconvénient de se déplacer. Quand est-ce que le rappel prend fin? Bien, en fait, de façon générale, le rappel au travail va prendre fin lorsque les besoins du service, lorsque les besoins du centre d'activité ne sont plus justifiés de sorte que la personne doive demeurer sur place. C'est vraiment ce qui guide, en fait, ce qui guide, en fait, la durée d'un rappel. Parce qu'il faut savoir, en fait, qu'un rappel, ce n'est pas une méthode de gestion habituelle duquel les gestionnaires peuvent se servir allègrement. C'est vraiment des cas assez particuliers ou en fonction des particularités du centre d'activité dans lequel vous travaillez. Si, par exemple, vous avez à vous déplacer sur le terrain pour une crise, pour une urgence, quoi que ce soit, là, c'est sûr qu'il y a des questions peut-être de rappel ou de service de garde qui s'imposent selon le secteur, bien entendu. C'est tout simplement. C'est aussi simple que ça, en fait, pour ce qui est de la disponibilité, du temps supplémentaire, du service de garde. Donc, j'enchaînerais à moins de contre-indications, on enchaînerait avec les questions si vous en avez bien entendu.